L'invité de la rédaction, c'est maintenant sur Média et merci de nous rester fidèles. Aux défis de gouvernance, les communautés ne veulent plus rester spectatrices. Elles s'organisent, se mobilisent et interpellent les autorités. Cette dynamique citoyenne, quand elle est bien structurée, devient un vrai moteur de transparence, de participation et de redevabilité. Comment la structuration des citoyens au niveau local devient-elle un pilier pour une gouvernance plus transparente, responsable et à l'écoute des besoins? Pour avoir un éclairage concret sur ce sujet, nous recevons une voix forte de la société civile engagée sur le terrain, Madame Anisa Nanitelamio, consultante senior en gestion de projet et entrepreneur social. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je suis ravie d'être là et je vous remercie vraiment pour cette invitation. C'est un honneur. Madame Nanitelamio, quand on évoque la mobilisation communautaire, on sent une dynamique forte, mais pouvez-vous nous en donner une définition claire à la lumière de vos actions concrètes sur le terrain? Alors, la mobilisation communautaire, pour moi, au fait, c'est tout simplement lorsque les citoyens, les élèves, les étudiants sont mobilisés pour une action commune. Ils se lèvent, ils sont engagés et ils se manifestent avec des actions concrètes. Quels sont selon vous les principaux outils ou mécanismes qui permettent à une communauté de se structurer pour agir collectivement et peser sur les décisions politiques ou publiques? Oui, c'est une très bonne question. Et justement, au fait, pour moi, je dis souvent, on ne peut pas arriver à une mobilisation communautaire si déjà le leadership n'implique pas les citoyens et les communautés. Donc, pour arriver justement à cela, de façon structurée, il faut déjà peu à peu commencer à écouter les populations, les faire sentir ils sont là, qu'ils sont considérés, que leurs actions sont prises en charge. Et petit à petit, poser des actes concrets, des gestes concrets pour les emmener à s'imprégner de la vision, à pouvoir s'engager, à pouvoir ne pas attendre forcément que l'action vienne du haut, mais à s'impliquer pour que tout le monde avance. Dans Voilà. quelle mesure les communautés sont-elles véritablement maîtresses de leur mobilisation ou sont-elles souvent guidées par des ONG ou des projets extérieurs? Oui, alors généralement ce qu'on constate, c'est que quand il y a des programmes, des ONG qui viennent, et c'est vraiment l'erreur que beaucoup font, c'est qu'ils viennent avec des idées vraiment déjà arrêtées du haut et ils veulent imposer, c'est-à-dire ils veulent imposer leur façon de faire aux communautés. Et là, ça n'apporte vraiment pas le changement, ça n'apporte pas le développement durable. Il faut cependant, c'est-à-dire parler avec eux, comprendre comment est-ce qu'ils vivent, leur réalité, les faire sentir qu'ils sont acteurs de leur propre développement, pas qu'ils sont là juste comme des marionnettes qu'on est en train de bouger. Et justement, quand ces ONG-là viennent, ou ces organismes, ou bien les autorités viennent en les montrant qu'ils sont là, qu'ils sont acteurs et qu'ils peuvent agir, qu'ils peuvent travailler ensemble, que leurs idées sont importantes, à ce moment-là, ben, ça fait un effet waouh, un effet durable au fait. En effet, une approche locale est déterminante dans la mobilisation des communautés et la revendication de leurs besoins. Vous concernant, quelle importance accordez-vous à l'appropriation locale des mobilisations communautaires? Pour moi, justement, je peux dire que je suis une partisane de la mobilisation communautaire, mobilisation locale. Pour moi, ce que je fais comme action concrète, j'interviens dans les universités parce que pour moi, c'est-à-dire l'éducation, c'est la base. Je vais dans les universités pour pouvoir former le noyau qui va demain devenir des acteurs de la société et tout ça. Et donc, quand on inculque, c'est-à-dire ces idéaux, on apprend à des jeunes à gérer leurs projets, on apprend à des jeunes à diriger, à leader, etc. On participe justement à ce changement de demain parce que eux, ils vont changer les choses, ils vont bouger quand ils seront justement à la tête de certains ministères, de certaines entreprises, etc. Donc ça, c'est ma contribution à moi. Donc, impacter les universités, impacter les formations pour que demain, on ait la société qu'on rêve. Dites-nous, vous qui êtes sur le terrain, qui côtoyez les communautés locales et aussi les institutions publiques, le pouvoir public, selon vous, comment les autorités locales ou nationales perçoivent-elles ces formes de mobilisation communautaire? Bon, ça, je dirais que c'est un véritable challenge.
Un véritable challenge parce que on entend des murmures à gauche et à droite, que ça soit du côté des autorités, en tout cas dans tous les partis prenants, il y a vraiment beaucoup de murmures. Et parfois, on ne sait pas toujours comment il faut faire. Et généralement, ce qui est suggéré, je vais pas prendre pour exemple nos autorités, je vais pas m'engager là-dessus, mais je me dis ce qui est suggéré, c'est vraiment ne pas se dire qu'on est là pour pouvoir dominer, de ne pas se dire qu'on est là pour pouvoir proposer des solutions déjà toutes faites. Il faut co-construire des solutions avec ceux qui sont là. Il faut co-construire des solutions avec ceux qui sont là. Il faut que, justement, quand on pose ou bien quand on déploie un programme, on dit, ben, il y a plein de programmes au programme de ceci, programme de cela. Il faut que, justement, les bénéficiaires puissent s'imprégner, puissent proposer des choses et les intégrer, au fait. Voilà, donc c'est un peu un couteau à double tranchant. Donc, je ne veux pas trop me prononcer, mais comprenez que c'est un peu ça la démarche qu'il faut, voilà. Vous parliez de votre travail auprès des universités. Dites-nous quelle place occupe la jeunesse, mais aussi les femmes, dans ces dynamiques communautaires. Quel est leur rôle? OK, alors, je vais commencer peut-être par les jeunes parce que oui, je côtoie beaucoup des jeunes. J'accompagne, des jeunes entrepreneurs, des jeunes femmes, qui sont dans des initiatives communautaires. Et ben, on voit combien les jeunes et les femmes sont mobilisées. Ce qu'elles veulent, c'est un changement. Et depuis toujours, on constate qu'elles ont, c'est-à-dire la capacité et le mindset qu'il faut. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y a beaucoup d'initiatives justement qui permettent de les booster un peu parce que le cadre dans lequel elles évoluent n'est pas souvent favorable. Donc, il faut des écosystèmes qui font un peu de la discrimination, si on peut dire féminine, mais c'est pour vraiment leur permettre de pouvoir maintenir, de pouvoir être stable. Et justement, ces femmes et ces jeunes, quand elles ont les outils, quand elles ont le cadre d'expression, quand elles sont accompagnées comme il faut, ben, ça crée justement des sociétés fortes, des initiatives qui vont loin, des initiatives justement qui apportent de l'aide aux autres parce que les femmes ont cet instinct maternel de vouloir toujours contribuer, de vouloir développer les autres et ça va loin parce que justement, elles sont là au cœur de la chose, au fait. Et maintenant, comment s'assurer que ces mobilisations citoyennes ou communautaires ne soient pas simplement des élans ponctuels, comme c'est souvent le cas lors des élections législatives ou présidentielles, mais qu'elles s'inscrivent dans la durée avec des effets visibles et mesurables sur la gouvernance? Ben, c'est déjà de ne pas faire croire à ces mobilisations-là que c'est juste des effets ponctuels parce que ce qu'on constate, c'est que au début, les gens sont motivés, les gens sont chauds, mais après, ils se découragent, ils se fatiguent. Pourquoi? Parce que du haut niveau, il n'y a pas des actions concrètes. C'est vraiment beaucoup de paroles qui ne suivent pas des actions. Et donc, il faut déjà leur permettre de regagner confiance petit à petit. Comme je disais tantôt, les sentir qui sont là, qui sont écoutés et poser des petits gestes. On n'a pas besoin de grand-chose. On peut poser des petits gestes concrets et justement, toutes ces mobilisations autour des législatives et tout ça vont perdurer. Parce que si les gestes sont là, comme je dis, on n'a pas besoin d'un gros budget, on n'a pas besoin forcément de faire des choses extraordinaires, waouh, mais qu'on les fasse croire qu'elles sont écoutées, qui sont là, qui sont actrices et qu'il y a des actions qui peuvent suivre les actions, leurs initiatives, ben, ça va changer là dans nos faits. En tant qu'actrice engagée depuis des années, quel modèle de gouvernance inclusive et participative souhaitez-vous voir émerger où la mobilisation communautaire ne serait plus une option, mais un pilier institutionnalisé? Intéressant. Quel est votre idéal? Ben, déjà, moi, je suis pour le leadership participatif. Et féminin? Oui, féminin en plus, parce que l'idéal féminin même, c'est faire participer. C'est très rare qu'on voit des leaders féminins qui sont autocrates, dictatrices, quelque chose, mais vraiment faire participer. Et de même, on peut copier, il y a des modèles qui existent, des modèles qui ont prouvé leur réussite. Il y a des femmes qui dirigent des sociétés, qui dirigent des initiatives qui marchent. Il faut justement prendre ces modèles, les valoriser, les mettre, voilà, les parler d'elles, montrer que ce sont des exemples et copier ces modèles à grande échelle. Et justement, parce qu'en fait, on se dit que non, chez nous, ça ne marche pas. On est toujours en train de critiquer, mais alors qu'il y a de très bons modèles qui sont là, qui se cachent.
Merci, Madame Nani Telamiou, pour cet éclairage. Ouais, merci à vous. Je suis ravie vraiment de participer et d'apporter lourdement ma contribution par rapport à ces sujets qui sont très, 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 très importants. Merci. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine Média.